Bonsoir tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de On refait le conseil, le podcast des élus insoumis, insoumises, communistes et citoyens et citoyennes de la municipalité d'Angoulême. Bonsoir David. Merci, bonsoir Mathieu. Il me laisse même pas le temps, je le dis donc autour de la table on a Mathieu qui vient de nous dire bonsoir. Sarah, notre nouvelle podcasteuse. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Hop, Anna-Zilise est encore là. Bonsoir à tous et à toutes. Et Sacha est revenu aussi. Bonsoir. Vous allez bien ce soir ? Tout le monde va bien ce jeudi soir 11 juin, au moment où on enregistre. Tout le monde va bien ? Oui, ça va. Ouais, pas très trop bien, fatigué. oui. Ça va plutôt bien après la vague de chaleur de cette fin mai. Ouais. On est là. On est mieux. On a pas mal de sujets ce soir. On va essayer de, comme d'habitude, comme lors de ce premier podcast, on va vous débriefer un peu tous les conseils municipaux qui sont passés et les conseils communautaires donc de l'agglo d'Angoulême. On est là pour vous expliquer un peu nos actions, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas ce que les élus ont essayé de faire, en tout cas pendant ces conseils. Voilà, faire aussi deux, trois remarques et puis bien sûr un peu d'actu quand on pourra à la fin. On va commencer. Tout de suite, alors lors du premier podcast, on avait parlé des deux premiers conseils municipaux et du premier conseil communautaire. Donc on va démarrer avec le troisième conseil municipal qui était le 27 mai. Comment c'était ? On va commencer. Sarah qui est là, qui est là, qu'on n'a pas eu la première fois, qui va nous dire un peu comment c'était ce conseil et puis globalement comment ça se passe pour toi ce début de mandat en tant qu'élu municipal. Eh bien, écoute, ça se passe assez bien parce qu'on a de la chance d'être une équipe assez soudée. On travaille tous ensemble, on apprend tous ensemble. Et que dire, il y a beaucoup de choses à digérer assez rapidement. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et que... Toi, ton sentiment rapide sur les deux premiers conseils qui étaient un peu des sentiments, on va dire des conseils protocolaires, est-ce que ça s'est bien passé pour toi ? Est-ce que tu as été un peu ému d'être là ou un peu impressionné ou non ? De suite, tu as été un peu directement dans le boulot de ton rôle d'élu ? Je pense que le sentiment de pas être à la hauteur, je pense c'est un peu normal au début. Le petit syndrome qui monte. Le fameux syndrome de l'imposteur, effectivement. Mais ensuite, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait au niveau du conseil pour que les néophytes puissent appréhender et prendre les dossiers en main. Il y a beaucoup de mots très compliqués, mais après... C'est l'enfer, j'ai l'impression vraiment de ne pas avoir de vocabulaire quand j'écoute les conseils. Moi, vraiment, c'est terrible. Je ne sais pas comment vous faites. Théoriquement, on devrait avoir des formations pour apprendre ça, mais actuellement, la mairie a un peu du mal à nous débloquer des fonds pour qu'on ait ces formations-là. Mais on va y arriver. C'est un petit rapport de force à avoir. Ça va le faire. Sachant que c'est un droit. Effectivement, en plus. Tout à fait. On va un peu déplier les sujets de ce conseil municipal. On va parler en premier, Anna-Zilise, je vais te laisser la parole. On va peut-être parler un peu de Barouillé. Donc, on va parler d'un peu d'immobilier et de patrimoine un peu d'Angoulême. Il y a eu un long sujet là-dessus. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est que cette friche, donc du coup la friche Barouillé, pour les gens qui ne connaîtraient pas et qui ne sauraient pas où c'est? Alors Barouillé, c'est le carrefour du Nil en fait. Et là, en l'occurrence, du pont de Sainte. Enfin, de la route de Sainte, pardon. Voilà, du pont de Saint-Cybard, effectivement. Exactement. Et donc, en fait, le site dont on parle, dont il a été question pendant le conseil municipal, c'est ce qui est aujourd'hui un parking, là où il y a la fresque UNESCO, donc juste en contrebas du Jardin Vert. Donc, c'est un site qui peut être stratégique parce qu'il peut faire le lien entre la ville haute et la ville basse, parce que c'est aussi une zone de parking aujourd'hui, donc elle répond déjà à un besoin. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a été remonté par les habitantes et les habitants, le besoin de stationnement à cet endroit. C'est très pratique, effectivement, pour beaucoup de gens, j'imagine, qui ne vivent pas en Angoulême et qui travaillent ici, j'imagine. Tout à fait, et puis pourquoi pas, soyons fous, si jamais on imagine des mobilités douces qui seraient mises en place pour aller vers le plateau, ça ferait un point de départ absolument parfait. Avec une très belle fresque, effectivement. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce qu'on portait dans notre programme avec l'Union Populaire Angoulême. Complètement. Et alors du coup, quel a été en fait, je sais pas, alors c'était un vœu, je me souviens plus, c'était une question posée? C'était simplement un amendement en fait, par rapport à la convention qui était proposée. En fait, dans le texte proposé en conseil municipal, le document laissait laissait la place potentiellement à la vente au privé de cette friche une fois qu'elle sera réhabilitée. Okay. Voilà. Et c'était l'occasion pour nous de dire que non, ces friches-là, ça fait partie du patrimoine public et qu'il faut les conserver. Si jamais elles sont vendues au privé, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Oui. Et là, pour le coup, on s'engage sur des années comme le Champ de Mars, par exemple, qu'on ne peut plus récupérer aujourd'hui parce qu'il a été vendu pour un euro symbolique. Le champ de Mars est privé aujourd'hui, c'est ça? Alors, à part les premiers centimètres, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça, les 40 premiers
derniers centimètres de la dalle sont encore publics, mais bon, avec 40 cm de profondeur de sol, on ne fait pas grand-chose. Oui, effectivement. Tout à fait. Il faut qu'on puisse rester maître de nos aménagements structurants dans la ville. Là, il s'agit pour Barouillé vraiment d'un endroit qui peut être très intéressant, donc ce serait important qu'il puisse rester dans le domaine public. D'accord, donc c'était un peu la question faite de vouloir un peu modifier la convention, en tout cas, qui allait être votée pendant le Conseil, si je comprends bien. Tout à fait. Et quelle a été, on va dire, la réponse donnée par la majorité, du coup, est-ce que tu as été satisfaite, toi, du coup, de cette réponse ou pas ? Non, absolument pas. En fait, la majorité ne voyait pas le problème. Ah oui, pour eux, c'était OK de vendre ça au privé, quoi. Pour eux, en fait, ça fait partie... c'est normal de considérer que, potentiellement, ça peut être vendu à du privé. C'est pas quelque chose de politique en soi, en fait. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, parce que bien sûr que ça l'est. Mais pour eux, c'est tout à fait normal d'avoir ce type de mention, en fait, dans le contrat. Il n'y a pas de position de départ contre le démantèlement de notre ville. Très bien. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose à ça ? Oui, il y avait 2 volets dans l'amendement qui a été déposé par Antoine Brumont, notre collègue. Il y avait le fait de déjà critiquer le calendrier prévisionnel qui était proposé par la Convention, qui disait que l'organisme qui actuellement est chargé de dépolluer le site et ensuite effectivement de le remettre dans les mains soit de la mairie, soit d'un privé, eh bien ce calendrier prévisionnel, il laissait pas du tout le temps à un débat public local sur comment on voulait utiliser cette friche à l'avenir. Et nous, c'était la question qui pour nous était la plus fondamentale. Donc on a posé sur la table la question de est-ce possible d'organiser une consultation citoyenne pour que les habitants et les habitantes puissent se formuler une proposition sur la destination de cette friche. Bien sûr. Et là, la réponse a été à la fois technique, parce que le calendrier, apparemment, donc de ce qu'on nous a expliqué, on n'avait pas connaissance de ce détail-là, et en fait, il devait nécessairement être rapide, puisque la convention ne peut pas être renouvelée indéfiniment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend. Hein. Comme dit Sarah, on n'a pas toujours tous les éléments techniques à notre disposition. Après, il y a eu une réponse politique qui était un petit peu rigolote, mais peut-être qu'Anaïs, tu veux en dire 2 mots ? Eh bien, Monsieur Pousset nous a répondu qu'il se méfiait, lui, de la consultation citoyenne. Par principe. Monsieur Pousset, donc, qui est donc l'adjoint aux finances, c'est ça, de la mairie, que moi je surnomme Monsieur Wikipédia, parce que clairement, à chaque fois qu'il parle, il est obligé de raconter un pan de sa vie, en tout cas un paragraphe de sa fiche Wikipédia, ça me fait rire. Et du coup, effectivement, il a eu cette phrase qui était assez haute en couleur, de dire qu'il se méfiait donc, du coup, de la démocratie, on va dire, citoyenne, quoi. Donc c'était très intéressant. Peut-être que c'était un lapsus, non ? Ou vous pensez pas ? Non, oui. Ah non, c'est assez rassurant, je trouve, moi. Enfin, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça à la municipalité. ça donne confiance, en tout cas. Et après, pardon, excuse-moi, il y avait un deuxième volet dans l'amendement, c'était, comme tu l'as dit, Anne-Azilise, le fait de dire on veut que la mairie puisse mettre en place les conditions pour que cette friche reste dans le patrimoine municipal. Et là, il y a eu aussi une réponse intéressante qui nous a été formulée par ce même adjoint aux finances, qui nous a expliqué que la ville n'entendait pas mettre l'argent sur la table nécessaire pour pouvoir garder cette friche et pour pouvoir construire quelque chose d'intérêt public. C'est très marrant parce que donc, du coup, je rappelle au moment où on va parler un peu de karma, parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, donc, il y a 3 jours, la mairie a essayé en loose day de raser des arbres d'une place et du coup non mais voilà, oui, Annecy se fait oh non mais on va en parler juste 2 minutes pour parler un peu de karma, c'est rigolo. Et effectivement, il a peur de la démocratie citoyenne. Je trouve, voilà, il y a une vingtaine d'arbres, je pense, sur une place, la place New York à Angoulême, qui ont failli être rasés et les gens se sont motivés comme jamais pour empêcher ça. Et donc on a eu un délai de 3 jours. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, on va dire, des nouveaux tests pour voir si ces arbres sont malades ou pas. Enfin, il y a eu plein de choses. On en reparlera plus tard quand ce sera un peu plus avancé. Mais voilà, c'est juste pour dire que voilà, l'urbanisme, ça concerne un peu tout le monde en tout cas, et il y a des gens qui sont intéressés par ça et qui ont envie que les choses ne se passent pas comme la mairie vous l'entendrez en fait aujourd'hui. Donc c'est tant mieux pour nous. Et puis voilà, petit coup de karma à Monsieur Pousset justement qui ne croit pas en ça. C'est ça, mais que ce soit les arbres ou Barouillé, en fait, la mairie à chaque fois met le chariot avant les bœufs, comme aurait dit ma grand-mère. Parce que si on veut modifier un site, si on veut par exemple le dépolluer ou le remettre en état comme pour Barouillé, il faut se demander pour qui et pourquoi. Et pour ça, une consultation citoyenne est absolument nécessaire. Effectivement. Tout à fait. Donc ça, c'était un des premiers sujets. On a eu un autre sujet, donc on n'aura pas. Donc un sujet qui avait été amené par notre camarade communiste Nicolas, qui n'est pas là, mais qui peut-être en parlera au prochain. Donc on va pas en parler sans lui. C'était un sujet RH assez technique sur les agents, mais on va parler du sujet qui était le sujet, je pense, qui était très très important pendant ce conseil. Et là, Mathieu, je vais te laisser un peu la parole aussi. Ça parlait donc de vidéoprotection, de moyens aussi pour les policiers municipaux, il me semble. Donc
Là, ça a été un débat aussi un peu agité, surtout qu'il y a eu des actualités en plus cette semaine par rapport à ça. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Quels étaient, on va dire, quels étaient les votes qui devaient être faits pour ça? En plus, il y a eu au départ, il me semble qu'au départ, il n'y avait qu'un seul vote et que vous avez réussi à faire en sorte qu'il soit coupé en deux, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu peux nous en parler, Mathieu? Exactement. En fait, ça intéressera sûrement nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'en fait, avant la réunion du conseil municipal, il y a une réunion préparatoire qui est différente, puisqu'elle se passe à huis clos. On est entre élus, majorité, opposition, et on peut poser des questions techniques sur ce qui va être voté au conseil municipal public. D'accord, ok. Exactement. Et donc, nous, on avait formulé la demande que la délibération telle qu'elle nous était proposée soit divisée, parce qu'il y avait à voter dans la même délibération des gilets pare-balles pour la police municipale, pour les nouveaux agents qui ont été recrutés, des expositions à destination des élèves sur la question de la prévention de la délinquance, de l'accès à la citoyenneté. D'accord, donc complètement différent. Des choses plutôt positives pour nous. Bien voilà. sûr. Hein. Et la question d'ajouter 5 caméras de vidéosurveillance dans le quartier de Bel-Air-Grand-Fond. Ce avec quoi nous sommes fermement en opposition. Et donc cette demande a été acceptée, parce que nous voilà, on a dit à la majorité, si vous voulez qu'on ait un vote contre en bloc sur tous ces éléments-là et qu'on puisse pas dans le débat clarifier ce sur quoi on se positionne pour et ce sur quoi on se positionne contre, vous avez intérêt à diviser tout ça. Donc très bien. On a mis le sujet sur la table de la caméra de... Alors, on va dire dans le conseil préparatoire, ça, ils ont été OK avec ça. L'idée donc ensuite, il y a eu bien sûr le conseil municipal par rapport à la vidéoprotection. Donc, il me semble que c'est toi qui a posé. En tout cas, c'était une question, un vœu, je me souviens plus exactement. En fait, c'était une intervention pour expliquer notre opposition et pourquoi nous allions voter contre. D'accord, très bien. Alors, pour les gens qui ne sauraient pas, qui ne seraient peut-être pas d'Angoulême, qui nous écoutent, donc le quartier de Bel-Air-Grand-Fond est un quartier donc dit populaire aujourd'hui, dans lequel il y a une nouvelle école qui est en train de se construire. Et donc, si on comprend bien, de ce que moi j'ai compris, c'est que les caméras vont être autour de cette école à peu près. Voilà, donc quel est le sujet de eux? Pourquoi ils voulaient mettre des caméras à cet endroit-là? Est-ce qu'ils l'ont expliqué? Alors, c'est pas vraiment précisé que ça sera autour de l'école. D'accord, très bien. Je pensais... Il y a aussi un contexte qui est sous-jacent et qui a été un petit peu implicitement rappelé par les élus de la majorité. C'est que voilà, il y a des tensions qui augmentent dans les quartiers populaires. On en connaît certaines des raisons. D'accord. Il y a des tirs de mortier réguliers. On nous a aussi parlé de scooters qui brûlaient quand on a eu les discussions avec les élus de la majorité. Donc, la volonté de mettre ces caméras, c'est aussi pour que la police municipale puisse avoir une maîtrise plus grande sur ces événements. D'accord. Et par rapport au vote, ce qu'on nous demandait, pour être précis, on nous demandait de nous exprimer sur la demande auprès de l'État de subventions pour installer ces caméras de vidéosurveillance. Donc en totalité, ça va coûter plus de 50 000 euros. Mais la moitié de cette somme serait prise en charge par l'État. Par l'État, d'accord, très bien. Quelle est pour nous aujourd'hui, Mathieu, quelle serait la solution à la place de ces caméras? Parce que vous avez voté contre, du coup, quelle serait pour toi aujourd'hui la bonne solution au lieu de mettre des caméras en termes de prévention? Qu'est-ce qui pourrait être fait dans ces endroits où apparemment il y a du grabuge, en tout cas à certains moments? Déjà, la première chose qui a été importante pour nous de rappeler, c'est que on est dans un des quartiers populaires d'Angoulême qui est le plus en difficulté. Complètement isolé. Complètement isolé, il n'y a pas de service public, l'accès à la santé est quand même ras des pâquerettes, il n'y a pas de commerce de proximité, et même l'accès au bus est compliqué, parce qu'il y a une partie du quartier qui est très très haute par rapport à la Grand-Fond, qui est vraiment dans une cuvette. Donc ce quartier est en difficulté, les habitants tentent de faire remonter leurs problématiques à la majorité depuis des années, c'est un sujet régulier sur lequel nous on est interrogés et interpellés. On était présents à la réunion avec Anna-Zilise, à la réunion des 10 ans du Conseil citoyen, qui justement rassemble les remontées de terrain des habitants et est censé les faire remonter aux institutions. C'était le conseil citoyen du quartier de Bel-Air-Grand-Fond, c'est ça, tout à fait. Et c'est ça que nous, déjà dans un premier temps, on a essayé de rappeler à Xavier Bonnefond, c'est qu'il y a eu plein de choses qui sont remontées pendant ces tables rondes avec les habitants et les habitantes du quartier, et à aucun moment... Combien de fois les vidéos à aucun moment on a parlé des vidéos de caméras de surveillance. Bien sûr, personne n'en veut, tout le monde s'en fout. Et pour cause, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que, et pour cause, les habitants savent bien que les tirs de mortier, les règlements de compte qui ont pu avoir lieu, ou la délinquance qu'il peut y avoir là-bas, tout ça ne s'arrêtera pas avec la vidéosurveillance. Donc ça, c'était le premier point. Ça, c'était le premier point, d'accord, très bien. C'est-à-dire que si on écoute les habitants, c'est pas ça la priorité. Donc pourquoi on dépense 27 000 euros là-dedans? Ensuite, le contre-modèle. Dans quoi on dépense ces 27 000 euros? Dans quoi on dépense ces 27 000 euros? Là, pour nous, c'est très clair. Dans des personnels sur le terrain. Parce que déjà,
c'est beaucoup plus efficace. Bien sûr. Il y a eu des statistiques là-dessus. Ça rassure plus les habitants. Et on sait que c'est un enjeu, puisqu'on parle beaucoup de sentiment d'insécurité. Et en plus de ça, quand on parle de personnel sur le terrain, on parle à la fois de police municipale, Bien sûr. mais on parle aussi de travailleurs sociaux. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui actuellement pose problème dans les quartiers populaires d'Angoulême. Nous avons un sujet à ce niveau-là qui date fraîchement d'hier aussi, par rapport à tout ça. Donc hier, nous étions certains d'entre nous à un rassemblement du coup devant l'hôtel du département, parce que donc il y a donc une association qui s'appelle l'ATSEA, qui s'est vue retirer sa mission, en tout cas auprès du département, de travailleurs sociaux, enfin pour travailler dans ces quartiers-là. Et donc du coup, est-ce que quelqu'un, peut-être Anasis, tu veux nous, ou Mathieu peut-être, puisque tu étais sur GEP, vas-y, tu veux nous raconter un peu quelles sont les difficultés aujourd'hui de cette association, qu'est-ce qui s'est passé avec le département et qu'est-ce qui va advenir un peu de, on va dire, du futur peut-être de ces travailleurs sociaux? En fait, l'ATSEA, c'est une association qui fait ce qu'on appelle de la prévention spécialisée. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un pilier de l'action sociale en France. Et ça consiste à se promener sur le terrain. D'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est dans les quartiers populaires, aller à la rencontre des gens et surtout des jeunes, et de les accompagner dans l'accès à l'emploi, les aider quand ils sont dans la galère, quand ils sont isolés, quand parfois ils tombent dans la délinquance parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et parfois aussi, ça peut être de faire le lien avec les institutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Ça vient de l'éducation populaire à la base quand ça a été créé, et ça s'oppose totalement à la logique sécuritaire et qui est actuellement dans l'obsession répressive, du tout répressif, qui est prôné dans beaucoup de collectivités en France. D'accord. Et qui fait que les budgets de la prévention spécialisée sont sacrifiés. Donc voilà ce que fait cette association. Ça fait 10 ans qu'une partie de cette équipe, parce qu'il y a eu des renouvellements de personnes, tisse des liens de confiance avec les habitantes et les habitants, les familles, les jeunes. Et ces liens de confiance, ils sont hyper utiles. Parce que par exemple, quand il y a des rixes entre les différents quartiers, ça arrive malheureusement, il y a des bagarres violentes, et en amont, il y a ces personnes-là qui connaissent à la fois les jeunes qui viennent d'un autre quartier et les jeunes qui sont dans le quartier visé par la rixe. Et du coup, ils sont les seuls à pouvoir faire le lien entre les deux parties. Et même la police, parfois, n'est pas en capacité, en fait, et n'a pas tous les éléments pour comprendre ces situations. Ça paraît évident, bien sûr. Et pour faire quelque chose qui est pour nous hyper important, c'est la désescalade. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé là-dessus. Très bien. Donc on espère avoir bientôt, mais en tout cas bientôt de nouvelles. Oui, Sacha, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, sur les caméras de surveillance, et comme disait Mathieu, en fait, on a fait des remontées du coup du Conseil citoyen, et juste pour donner un ordre d'idée aux auditeurs de comment la majorité voit ou reçoit la parole qu'on essaye de faire transparaître depuis les organismes citoyens, ils ont dit tout simplement qu'ils se méfiaient maintenant du Conseil citoyen de Bel-Air, parce que ça va à l'encontre de leurs idées. Donc à partir du moment où des gens sont contre eux ou font des retours différents de ce qui les arrangerait, ils s'en méfient. C'est vraiment le joker magique maintenant. On n'a plus confiance en personne. Voilà, c'est vraiment la nouvelle excuse pour absolument tout. C'est un plaisir. Et Mathieu parlait tout à l'heure de 27 000 €, mais il faut rappeler qu'en fait ces 27 000 €, c'était une demande de subvention. En réalité, l'installation des caméras coûte beaucoup plus cher et nécessite également des frais de fonctionnement tous les ans qui sont aussi très élevés, à minima un peu plus de 3 000 € par an par caméra. Il faut savoir qu'à Angoulême, on en a 68 à l'heure actuelle qui sont en fonction. Donc ça représente 78, ouais. Ça représente quand même des sommes considérables et qui permettraient d'employer des éducateurs spécialisés. Bien sûr. Et je rajouterais en plus que du coup, depuis le début du mandat, maintenant avec les 5 qui vont être installés à Bel-Air-la-Grand-Fond, on va dépasser les 80 caméras de vidéosurveillance, ce qui est énorme pour le nombre d'habitants qu'il y a à Angoulême. On sait que Bonnefond attend que certains projets de loi passent au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour pousser l'installation et l'achat de drones. De drones de surveillance, voilà. Si vous avez jamais entendu ça, voilà, c'est ça qui va faire. Moi, personnellement, je m'inquiète de... Évidemment, Mathieu parlait de tout sécuritaire, mais là, je vais me permettre de dire que c'est plutôt une approche même autoritaire du maintien de l'ordre, et que petit à petit, comme l'ensemble du pays, la droite se dirige vers une gestion autoritaire, critique à un moment qu'on faisait à la gauche. Je divague un peu, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on nous disait prenez la Chine comme idéal, alors que c'est hyper surveillé, tout ça, patati patata, comme si la Chine était notre modèle préféré, ou bref, voilà. Et au final, c'est eux qui se retrouvent dans une gestion hyper autoritaire, mais bon, c'est symbolique de tout le pays, et Bonnefond et la majorité n'échappent pas à la règle. Et sur les vidéos, pour les caméras de vidéosurveillance, il faut préciser que les 4 élus de Mardiquian ne se sont même pas abstenus, ils ont voté pour. Très bien, voilà.
Petit message à eux. Bonjour à vous. On rappelle aussi peut-être un peu de manière pragmatique, il y a eu un article, il me semble, sur le bilan des caméras. Et de manière générale, dans beaucoup de villes, le bilan global, on va dire, des caméras, il me semble que par exemple dans les villes RN où les caméras ont explosé, la délinquance n'a pas du tout baissé. Donc est-ce que c'est pareil à Angoulême? J'ai plus souvenir des chiffres de cet article. Anna-Zélise, je ne sais pas si tu veux en parler. Alors, il faut savoir effectivement que quand on place une caméra quelque part, au mieux, ça va en fait déplacer les problèmes. Voilà. Il va à un autre endroit où il n'y a pas de caméra. Donc ça ne règle pas du tout les problèmes de délinquance. Ça n'empêche pas les difficultés, les problèmes d'arriver sous les caméras. Et en termes d'efficacité a posteriori pour retrouver les personnes incriminées, les délinquants, c'est un pourcentage de réussite très très faible. De mémoire, c'est autour de 4%. C'est pas ouf, effectivement. Oui, je rappelle à l'Amérique que ces jeunes jouent à des jeux vidéo, donc ils savent comment s'éloigner des caméras. Ne vous inquiétez pas. Et on a un scoop par rapport à ça. Ah oui, très bien. Je sais pas si on peut dire scoop, c'est peut-être un peu exagéré, mais on a écrit une lettre ouverte en tant que groupe d'opposition à la majorité, au maire d'Angoulême, en lui disant écoutez, monsieur le maire, on connaît les études au niveau national qui estiment le coût que représentent les caméras de vidéosurveillance, et nous, on aimerait que vous nous donniez le détail, en fait, depuis que vous êtes arrivé à la mairie d'Angoulême en 2014, puisque vous en avez installé 78, même 90, mais il y en a une partie qui n'est pas en activité, qui n'est pas allumée, et qu'ils ont ouvert un CSU, un centre de surveillance urbain, où il y a plusieurs personnes qui sont employées à temps plein, des salariés, du coup, à surveiller, exactement, qui font un travail pas facile d'ailleurs, il faut le souligner. Et donc tout ça, ça coûte très cher. Et nous, on n'est pas en mesure, en fait, parce qu'on n'a pas accès à l'ensemble et aux détails de chaque ligne budgétaire. On a besoin de savoir en totalité combien ça coûte pour faire un bilan de cette politique. Bien sûr. Parce que l'argument selon lequel qui nous a été opposé, oui, mais vous voulez mettre fin aux caméras de vidéosurveillance pour mettre des personnes sur le terrain. Nous, on veut faire un peu des deux. Non, ils font pas un peu des deux. Ils font beaucoup de caméras de vidéosurveillance sur l'ensemble du budget. Donc, on attend une réponse. Et si on n'a pas de réponse, on se débrouillera par nos propres moyens pour faire une estimation de combien ça coûte. Et on posera publiquement le débat public. Très bien. Très bien. Je pense qu'on a c'était les sujets, on va dire, les plus importants de ce conseil. J'ai pas souvenir qu'il y a eu d'autres gros sujets. Ça a été, on va dire, beaucoup axé là-dessus. À la suite de ce conseil municipal, il y a eu un conseil communautaire quelques temps après, ou c'était peut-être avant, je sais plus exactement, mais je crois qu'il était un peu avant. C'était avant, oui. C'était avant, c'est le deuxième conseil. Et on va laisser la parole à Sarah parce que c'était intéressant ce conseil communautaire. Donc là, il y a eu des votes du coup pour pouvoir siéger dans certains organismes au sein du Grand Angoulême. Il me semble, c'était ça. En fait, le président du Grand Angoulême désigne les personnes qui vont siéger effectivement dans différentes structures. Et alors, il est possible de présenter des candidatures dans certaines structures, mais malgré tout, c'est le président du Grand Angoulême qui a le fin mot. Président du Grand Angoulême, bien sûr, étant Xavier Bonnefond. Voilà, notre cher maire à Angoulême. Et du coup, Sarah, c'était important parce qu'il y avait une place, en tout cas des places disponibles au sein de Magis. Donc, Magis, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est le pôle Image Magis, c'est un syndicat mixte qui aujourd'hui représente, on va dire, l'activité économique de l'image animée à Angoulême, en tout cas. Donc, ça représente le jeu vidéo, la BD, le cinéma d'animation. Et il se trouve, toi, Sarah, que bizarrement, tu travailles dans le cinéma d'animation. Donc, on pourrait croire que tu es toute faite pour siéger, on va dire, en tout cas à Magis en tant qu'élu et participer à tout ça. Donc, tu as logiquement présenté ta candidature. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, parce que oui, naïvement, j'ai pensé que travaillant dans l'animation depuis 10 ans, j'étais à peu près compétente pour peut-être siéger à Magis, pour donner un point de vue de l'intérieur, de vraiment comment fonctionne l'industrie et même avoir de remonter des informations avec des collègues qui travaillent avec moi. Voilà, ça aurait pu être très utile même pour les élus et pour tes collègues, c'est vrai, effectivement. Et j'avais fait un discours pour un peu expliquer ma candidature, parce qu'effectivement, je viens d'arriver en politique, personne ne me connaît. Voilà, je me présente, mais bon, ça n'a pas suffi. À mon sens, c'est un peu triste, mais donc, c'est le jeu. Spoiler, personne n'est choqué. Sarah n'a pas été donc élue. Malheureusement, tu n'as pas été choisie. C'est pire que ça. Pire que ça. Ah oui, alors vas-y, le rebondissement, Sarah, dis-nous. Oui, effectivement, je vois pas pourquoi tu dis pire que ça. Je dis... Non, c'est pire que ça. On pourra en parler si tu veux. On va en parler après. Mais c'est pire que ça parce que pour d'autres candidatures qui ont été déposées par des élus qui disaient non, moi je souhaite qu'on me désigne dans ce conseil d'administration, la majorité de Xavier Bonnefond s'est abstenue. Et là, concernant ta candidature, ils ont voté contre.
Mais après, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, Madame Amrani, c'est pas contre vous. Oui. Et on pourra partager les dossiers, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. On attend bien sûr de voir ce partage arriver. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont assez rassurés, disant que non, on travaille ensemble. Ici, on fait pas de politique, on fait vraiment quelque chose qui englobe, qui est beaucoup plus large, qui nous dépasse un peu. Et en fait, moi, ce qui m'a un petit peu attristé, agacé, c'est le fait que, bon, on ne vote pas pour moi, c'est une chose, c'est le jeu de la démocratie, mais après, juste après, vraiment une semaine ou 2 semaines après, au conseil municipal, ils ont échangé les gens qui ont été élus au syndicat de Magélis. En somme, ça veut dire vraiment qu'importe qui sera, en fait, c'est pas important la qualification individuelle des personnes, tel maire ou tel adjoint à la mairie est interchangeable. Interchangeable, exactement. Et moi, vraiment, ça m'attriste parce que du coup, comment on traite les structures économiques vraiment vitales comme Magélis à Angoulême, qui fait vivre des milliers de personnes, un peu par-dessus la jambe. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je vois tout ça. On a vraiment l'impression que, vu qu'il y a des agents, en tout cas au sein de ces organismes, qui font le travail, bah c'est ok, en fait on peut mettre n'importe qui en termes d'élus, ça va rouler, alors qu'en fait non, les élus sont aussi là, vous avez un discours public, vous avez une voix publique, donc en fait c'est important aussi que vous puissiez discuter, échanger avec ces agents, comprendre ce qui se passe, enfin il y a plein de choses, donc effectivement moi je ne comprends pas comment ta candidature n'a pas été plus envisagée, en tout cas pour eux, en sachant que bah voilà, effectivement tu es venu faire tes études ici, tu travailles ici depuis que t'es là, tu t'intègres dans beaucoup d'organismes, donc c'est vraiment dingo. Mais en même temps, est-ce qu'on était choqués ? Pas vraiment, voilà, donc c'était un peu ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres votes pendant ce conseil ? Je me souviens plus ce conseil. Est-ce que Mathieu... Bah alors oui, donc du coup pour rappeler, donc au conseil communautaire du Grand Angoulême, il n'y a que Mathieu, Anazilise et Sarah. Vous êtes tous les 3 élus là-bas. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées pendant ces conseils communautaires ? Est-ce que vous voulez rebondir sur des choses ? Oui, Sarah. Juste, j'ai aussi été élue dans un syndicat qui s'occupe des gens du voyage à l'échelle de la Charente. D'accord, oui. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup des réunions, donc je ne pourrais pas en parler en détail, mais dès qu'il y aura j'aurai plus d'informations, peut-être au prochain podcast, là j'aurai plus de matière à vous en parler et j'ai vraiment hâte de vous dire tout ce qui se passe à Angoulême. Tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est ? Donc du coup c'est le syndicat qui représente les voyageurs, ou c'est quoi ? C'est juste pour C'est un syndicat qui fait un peu le tampon entre la préfecture et les municipalités au niveau de Grand Angoulême et les gens du voyage, parce que la Charente est une terre vraiment de passage historique pour les voyageurs. D'accord, très bien. Et est-ce que, alors juste pour rappeler un peu, pour les voyageurs aujourd'hui, alors je sais plus c'est quoi le nombre d'habitants par ville où une municipalité est obligée d'avoir un terrain d'accueil pour des voyageurs quand ils passent. Est-ce que on en parlera peut-être plus dans un prochain podcast, mais ce serait chouette aussi de pouvoir parler de ça et de voir ce qui s'est passé, parce que tu es allé 1 ou 2 fois, il me semble, discuter avec eux déjà, donc voilà, on aura sûrement plus de matière un peu plus tard. Oui, Anaïs, alors il faut savoir que pendant ce conseil communautaire, on a présenté nos candidatures pour différentes représentations. Ouais. Mathieu, Sarah et moi donc avons obtenu chacune une représentation, mais en tant que suppléant. D'accord. Et donc il faut, quand on dit que le conseil communautaire n'est absolument pas politique, on peut quand même y voir un choix délibéré de nous mettre de côté. Non, ça c'est du complotisme, c'est pas vrai. Je peux pas te laisser dire ça. Suppléant, en gros, c'est remplaçant, vraiment. Ça veut dire que quand le délégué est pas là, bah, vous y allez. S'il vous prévient, bien sûr, à temps, voilà, bien entendu. Je rajouterai rapidement que bizarrement, l'intervention de Sarah pour justement sur Magélis a été coupée de la rediffusion sur YouTube. Oui, parce que donc ces conseils communautaires sont filmés aussi. Heureusement. Nous, on utilise ça un peu pour faire des petites pastilles. Je pense que vous en avez peut-être vu 1 ou 2 passer. On essaie de les faire un peu en mode glue-patate pour celles et ceux qui connaissent. Et donc, Anaïs a percé sur les réseaux avec une intervention. On a fait plus de 70 000 vues avec une intervention. Exactement. Donc, c'était vraiment super. Mais du coup, toi, on a voulu récupérer ton intervention en vidéo, Sarah. Et bizarrement, on ne la retrouvait pas dans le flux YouTube. Alors, bon, on va quand même mettre beaucoup de conditionnels. Voilà, intellectuels. Voilà, on va être honnête. Effectivement, le conseil communautaire filme toutes ces conseils, ces séances, merci. Et c'est des séances qui durent entre 1h30 et 3h, quoi. Ça peut être très long. Et vraiment, ce conseil-là où j'ai fait ma prise de parole, c'est la première vidéo qui a été scindée en 2. D'accord, très bien. Et le bug a fait que ma prise de parole a été coupée. Donc elle n'était ni à la fin de la première ni au début de la seconde. Exactement. Voilà, mais on a fait remonter cette info.
Et heureusement, ils ont réussi à régler ce problème technique et ils ont pu retrouver la vidéo en entière et on est très content que ce problème n'a pas été définitif. Et très bien, voilà. donc on a pu récupérer la vidéo. Donc voilà, je vous encourage à aller sur nos réseaux sociaux, en tout cas des élus, si vous voulez revoir, en tout cas, ou voir cette intervention de Sarah pendant ce conseil communautaire. Il s'est pas passé grand-chose pendant le conseil communautaire 3, ce que vous m'aviez dit en amont. Voilà, il y a eu quelques votes, j'imagine encore. Comment ça est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu de la différence vraiment entre les conseils municipaux et les conseils communautaires? Est-ce que vous y voyez une grande différence? Est-ce que les sujets sont moins nombreux, plus nombreux, mais il y a moins de débats? Vu qu'apparemment c'est pas politique, j'imagine qu'il y a moins de débats. Mais est-ce que vous voulez nous parler un peu de ça? Maintenant que vous en avez vu plusieurs, la différence un peu entre les deux? Notable, s'il y en a une. Alors, il y a effectivement beaucoup moins de débats, au sens où, en fait, chaque élu communautaire, malheureusement, est là aussi pour représenter sa ville et ou sa commune. Bien sûr. Et donc, est un peu réticent à l'idée d'entrer en confrontation avec la présidence. D'accord, très bien. Mais là, il y a eu un sujet quand même important qui, va nous servir de base ensuite pour contrôler l'action de la majorité. C'est le rapport de la Cour régionale des comptes. D'accord. Alors c'est très technique, mais c'est important quand même de le mentionner. Qu'est-ce que la Cour régionale des comptes? C'est une instance publique exactement, qui est missionnée pour jeter un œil sur les comptes des collectivités, sur les marchés publics auxquels répondent les associations, les entreprises, qui sont choisis par la collectivité pour faire un certain nombre de missions, et qui fait un bilan. Et ensuite, sur ce bilan, il y a un certain nombre de recommandations, comme par exemple, attention à l'endettement que connaît la collectivité, ou alors vous manquez de transparence sur les indicateurs que vous annoncez publiquement pour parler de votre bilan, ce genre de choses. Et ça reste très technique, mais il y a des choses qui étaient très intéressantes pour nous, pour l'action de contrôle qu'on mène. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Sur Angoulême, la Cour régionale des comptes a fait un exercice de contrôle sur les comptes de 9e Art Plus, qui était l'ancienne entreprise chargée de la gestion du festival de la BD, effectivement, tout à fait. Et donc il disait, le problème, c'est que certes, il y avait une entreprise qui, avait créé une seconde entreprise miroir qui était une coquille vide. Une holding, on appelle ça, techniquement. Qui servait uniquement, en fait, à prendre une manne financière sur l'argent du festival pour rémunérer un certain nombre de personnes. Sans aucun appel d'offres, en fait. À ce moment-là, c'était la seule entreprise qui était rémunérée de cette façon-là. Et qui était à la limite de la légalité. Et donc, là, la Cour des comptes dit, le problème, c'est qu'il y a cet état de fait, mais le problème sous-jacent, c'est que la collectivité n'a pas assez mis en place de contrôle pour que ça puisse être rectifié. Il y a certains documents qui devaient être demandés, qui n'ont pas été demandés. Surtout, je mets des très gros guillemets, parce qu'il me semble avoir lu, en tout cas dans ce rapport, il me semble que ce sujet avait déjà été levé en 2019, et donc du coup, ça n'avait toujours pas été réglé donc au moment où la Cour des comptes faisait son rapport. Donc il y avait un petit avertissement par rapport à ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, donc 9e Art Plus n'est plus là. Donc on a une nouvelle société qui va s'occuper du festival de la BD, Morgan. Pour l'instant, donc on va attendre le premier festival, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des choses vont changer, en tout cas, et en tout cas dans le brief qui a été fait à Morgan, tous les avertissements de la Cour des comptes régionale vont être pris en compte, il me semble, si je crois. Et peut-être bien ce que j'ai entendu. Quelque chose de rigolo à rajouter, c'est que vous savez, nous, on a toujours cette démarche de dire tous les choix que vous faites, que ce soit Angoulême ou Grand Angoulême, sont politiques. Oui. Quand vous choisissez une solution B plutôt que A, c'est politique. Et en fait, on nous rétorque souvent que non, et c'est pas politique, c'est que du pragmatisme. Et en fait, la Cour régionale des comptes, elle a étudié les évolutions de ce qu'on appelle la politique de ressources humaines, donc en gros la gestion du personnel à Grand Angoulême. Et elle a dit, dans ses recommandations, on incite la collectivité, dans un exercice de transparence vis-à-vis des habitants et des élus qui composent le conseil d'agglomération, de préciser les raisons politiques pour lesquels certains postes sont supprimés, d'autres sont ouverts. Car ça pourra donner aux gens, au moment du bilan et d'une nouvelle élection, des critères pour évaluer la politique du précédent mandat. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est vrai, tout à fait. On a hâte. Vive les organes de contrôle. Exactement. Très bien, donc ça, c'était pour les derniers conseils. Alors, il y a eu un dernier... Alors, pardon, oui, on va passer à
mon préféré, on va parler de vote un peu, parce qu'il y a eu un conseil municipal un peu spécial, en tout cas la semaine dernière, le 5 juin dernier, qui était un conseil spécial sénatorial. Parce que du coup, donc, pour rappel, le Sénat, donc je fais un rappel rapide, le Sénat est renouvelé tous les 3 ans. Tout à fait, je vais laisser Mathieu après nous expliquer comment ça fonctionne. Et il se trouve qu'on va voter en Charente bientôt pour des nouveaux sénateurs. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, Mathieu, comment tout ça, en tout cas... Déjà peut-être le rôle du Sénat. Oui, le rôle du Sénat, oui. Voilà. Qu'est-ce que le Sénat en fait ? C'est ce qu'on appelle la Chambre haute, donc ça compose avec l'Assemblée nationale le Parlement, et donc quand un texte est proposé soit par des députés, des sénateurs, soit par le gouvernement, eh bien il fait ce qu'on appelle une navette, il navigue entre la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale et la Chambre haute qui est le Sénat. Très bien. Et pour donc, quelle raison ça se passe comme ça ? Il y a un ping-pong Oui, parce qu'en fait l'Assemblée nationale elle représente la souveraineté populaire qui est censée être... on va dire une et indivisible, parler au nom de l'intérêt général. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que les élus, les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, à la différence des sénateurs, et c'est pour nous problématique, un problème, qui sont élus par un collège qu'on appelle de grands électeurs, un peu comme aux États-Unis finalement. Tout à fait. Qui sont composés à la fois des élus communaux, élus départementaux et d'autres grands électeurs. Mais on va vous expliquer tout ça. Et quelque chose qui est très important pour nous de rappeler, c'est que le Sénat, il a été, puisqu'il est historiquement conservateur, il recule et il implique toujours une régression sur les questions de progrès sociaux, progrès sociétaux, comme sur la question de l'IVG par exemple. Et là, récemment, on a vu des lois quand même assez catastrophiques proposées par le Sénat et ensuite reprises par la majorité macroniste à l'Assemblée nationale. C'est le cas par exemple de la loi du plomb. Tout à fait. Du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce conseil municipal ? Alors, pourquoi on a dû faire un conseil spécial ? Parce qu'on est dans une configuration de ville dans laquelle il a fallu voter, c'est ça ? Tout à fait. En fait, donc comme Mathieu l'expliquait, c'est un suffrage indirect. Donc ce sont des grands électeurs qui vont voter pour renouveler les sièges de sénateurs et de sénatrices. Donc peuvent voter les maires, peuvent voter certains conseillers et conseillères municipaux ou municipales, les conseillers et conseillères départementaux, conseillers régionaux également, et puis également les parlementaires. Donc notre député René Pilato, par exemple, va voter aussi pour les sénatoriales. Il faut savoir que dans les villes au-delà de 9000 habitants, l'intégralité du conseil municipal va voter. Va voter, tout à fait. C'est le cas d'Angoulême, du coup. On est 42 000. Exactement. Et donc à Angoulême, on a en plus un petit cran supplémentaire, c'est-à-dire comme on est une ville de plus de 30 000 habitants, on doit désigner ce qu'on appelle des délégués supplémentaires, c'est-à-dire des grands électeurs supplémentaires. Donc il y a une personne supplémentaire par tranche de 800 habitants, au-delà des 30 000. Okay. Donc ça nous faisait 14 personnes à désigner à Angoulême. Très donc bien. Cela se fait... en plus du conseil municipal. C'est ça, tout à fait. En plus des élus du conseil municipal. Donc en fait, chaque groupe du conseil municipal a présenté une liste de 14 noms ou un peu moins parce qu'il n'est pas nécessaire de présenter une liste complète. D'accord. Et ensuite, la répartition des sièges s'est fait au prorata du nombre de votes du conseil municipal. Et d'ailleurs, Sacha s'est occupé du vote. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, en tant que... Alors tu t'es occupé du vote, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que au sein du conseil municipal, il y a un bureau de vote qui s'est installé. D'accord. Et Antoine et moi, qui étions les deux plus jeunes du conseil municipal, on a été... c'est comme ça que ça se passe dans les c'est symbolique, quoi, c'est le protocole. Voilà, on a été chargé de mettre en place l'élection avec également les deux doyens. Très bien. Et donc voilà, c'est tout simplement comme quand on vote à des élections classiques. Donc une personne qui appelle les conseillers à venir voter, quelqu'un qui fait signer la liste d'appel, quelqu'un qui tire l'urne et quelqu'un qui ensuite fait signer la liste d'émargement, la fameuse, okay. Très bien. Comme dans une élection classique. D'accord. Donc on avait 14 délégués grands électeurs à nommer durant ce conseil municipal. Au vu de nos forces, vu qu'on représentait 7 voix, on a pu en nommer 2. Très bien. Et le reste est allé à la majorité. Alors, à l'autre groupe d'opposition, c'est ça ? Un à l'autre groupe d'opposition, sachant qu'au final, pour petit détail, par exemple, il y a des gens qui cumulent les casquettes qui pourraient leur donner le droit d'être grands électeurs. Par exemple, Patrick Mardiquian ou Xavier Bonnefond sont à la fois membres du conseil municipal d'Angoulême, mais aussi soit élus au département ou à la région. Bien ou à d'autres choses. Donc techniquement, ils sont déjà grands électeurs ailleurs, c'est ça, voilà, tu veux dire ? Exactement. Ils cumulent les casquettes qui pourraient leur permettre de voter à ces élections. Donc en plus de ça, ce qui est un peu terrible, c'est que vu
qui cumulent les casquettes, ce qui pour nous pose problème. En plus de ça, ils ont le droit d'office de nommer quelqu'un d'autre sur l'un de leurs mandats. Bien sûr, du coup, au final, vu qu'ils le sont déjà eux. Donc, la majorité en a eu un de plus, et Mardikian en a eu un de plus, parce que ça comptait même pas dans ce vote-là, c'est juste ils ont le droit de nommer quelqu'un pour les suppléer, du coup, au sein du conseil municipal ou au sein du conseil départemental, bref, peu importe, en tout cas, vu qu'ils cumulent les casquettes, et au final, ça leur donne des avantages supplémentaires. Dans cette élection particulièrement antidémocratique, au vu de l'état de force en Charente, on pourra un peu plus représenter la gauche de rupture durant ces élections. Donc ça se passera le 27 septembre, donc début d'année scolaire. On est content qu'on puisse amener certaines idées de gauche de rupture en Charente. Et on espère que... Parce qu'on va renouveler, donc on a 2 sénateurs en Charente, c'est ça ? C'est ça. On en a 2, donc on va renouveler les 2 là pendant... Parce que voilà, les sénateurs sont élus tous les 6 ans, mais on renouvelle la moitié du Sénat tous les 3 ans. Alors c'est un peu technique, dit comme ça, voilà. Et du coup, vu que c'est la première année et que a priori on part pour 6 ou 7 ans, il y a peut-être moyen qu'on fasse le prochain renouvellement aussi en fin de mandat. Ah oui, bah oui, du coup, il y a moyen qu'on le fasse 2 fois. Les prochaines élections municipales sont peut-être dans 7 ans, enfin voilà, ce sera encore un autre sujet à ce moment-là. Mais même du coup, si c'est dans 6 ans, ça va peut-être se faire. Ce qui est plutôt rare dans un mandat de conseiller municipal de faire ça 2 fois. Très bien. Et donc du coup on emmène en plus parce que je suis quand même très fier de le dire, voilà, je suis quand même très fier de le dire, j'ai été élu du coup grand électeur avec vous pour voter, et notre camarade Aileen aussi, donc ouais, super, ravi. Et alors ça c'est quelque chose d'important aussi à dire, c'est quand même quelque chose qui est différent aussi de cette élection, le vote est obligatoire, sinon on prend une amende de 100 €. Donc voilà, le 27 septembre on a aussi des suppléants si jamais on peut tout pas, si on peut pas y aller. Il y a une urgence évidemment. Bien entendu, mais quand même, voilà, c'est un peu la différence. Tous les grands électeurs sont appelés, voilà, et doivent voter en tout cas pour voilà, renouveler ces sénateurs. Est-ce que c'est un peu tôt pour en parler, ou est-ce qu'on a déjà en tout cas des listes chez nous, enfin quelqu'un, des personnes? Non, il n'y a personne. On me fait signe non, il n'y a personne, donc on ne va pas en parler tout de suite. Pas encore. Pas encore, voilà, on ne sait pas. Non, mais évidemment, même si on a la chance de voter, on n'oublie pas les critiques qui sont faites à cette élection, le fait que le Sénat, Mathieu parlait de la loi du plomb, mais c'est grâce au Sénat et aux commissions mixtes paritaires que toutes les réformes les plus autoritaires de Macron, les retraites, la loi immigration, que tout ça a pu passer. Bien sûr. Vraiment, actuellement, le Sénat, comme le disait, c'est par tradition un peu réactionnaire. C'est une espèce de politique ou de chambre. C'est compliqué pour les électeurs de demander des comptes en fait aux sénateurs. C'est tout un pan de la politique qui est complètement antidémocratique. C'est trop loin, c'est vraiment trop vraiment loin, pas transparent du tout. Donc même si maintenant on a la chance d'avoir un peu plus de visuel là-dessus, on n'oublie pas les critiques qu'il faut en faire. Et voilà, c'est clairement quelque chose si on gagne le pouvoir en 2027 quand les constituantes seront lancées, qu'il faudra revoir. Et aussi, pour prendre le côté un peu positif de tout ça, on a aussi quelques, on va dire, lueurs d'espoir au sein du Sénat. On en voit, alors, il n'y a pas de sénateur de la France Insoumise, mais il y a des sénateurs communistes, et on en voit certains. Alors, j'imagine qu'il y a certains noms qui viennent en tête de certaines des personnes qui vont nous écouter, mais voilà, pas typiquement quelqu'un comme Fabien Gay, qui est donc le rédacteur en chef de l'Humanité, qui est là, qui fait quand même un travail au sein de l'argent public qui est donné aux entreprises, qui est quand même aussi important. Et on peut le voir, donc ça permet aussi aux gens de voir un peu que certains, en tout cas sénateurs et sénatrices, ont envie de bosser et de faire des choses. Donc c'est quand même un pan qui est important, même s'il reste très opaque. Et donc on a à cœur aussi de faire élire d'autres sénateurs si possible, voilà, de gauche, pour que ça puisse être un peu plus atteignable aussi pour beaucoup de gens. Je nommerai également Mélanie Vogel des écologistes à une époque qui faisait du très bon travail. Je sais pas si elle y est toujours, mais c'est ça. Je sais pas comment se renouvelle tout le temps ce Sénat, mais voilà, il y a souvent quand même des gens en tout cas qui ont envie en tout cas de faire ce travail là. C'était un conseil qui était assez rapide, il me semble, hein, ça n'a pas été... Voilà, ça a été une grosse heure, ça sera probablement le plus rapide du mandat. Très bien. Est-ce qu'il y aura d'autres conseils municipaux avant parce qu'on est donc le 11 juin, est-ce qu'il va y en avoir un avant les vacances d'été? Et oui, tout à fait, on en a un le 24 juin. Le 24 juin, donc oui, c'est bientôt. Et conseil communautaire le 2 juillet. Conseil communautaire le 2 juillet, donc on aura peut-être un podcast avant le début de l'été à vous proposer. On a quelques petits points d'actu, en tout cas des sujets sur lesquels nos élus ont travaillé. Anaïs, tu veux peut-être prendre le premier, un que j'avais noté. Donc tu es allé au crématorium d'Angoulême. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ça? Alors je suis pas allée exactement au crématorium, mais en fait je fais partie de la commission consultative des services publics locaux. D'accord. Donc en fait ça concerne essentiellement le crématorium et la fourrière automobile. Et donc il y avait cette première commission pour moi, et s'est réunie mercredi dernier. Et il a été question notamment du rapport d'activité du crématorium. Ok.
Donc c'est assez intéressant parce que effectivement dans la question de la gestion municipale, on va beaucoup parler notamment de la petite enfance, de la jeunesse, mais bien la façon dont on va aussi envisager la mort, c'est quelque chose aussi qui concerne la municipalité. Bien sûr. Et donc le crématorium à Angoulême n'est pas exactement complètement public, puisqu'en fait c'est une délégation de service public, c'est-à-dire que c'est une entreprise privée qui gère le crématorium et qui rend des comptes à la ville. Et donc ça s'est particulièrement senti dans ce rapport d'activité, puisque il était question de... Alors c'est des mots-clés, hein, mais en termes de néolibéralisme, tout de suite ça fait tilt. Il était question d'expérience famille, de relations clients, de satisfaction client, de note Google, qui est extrêmement importante en fait dans la gestion du crématorium. Ce monde capitaliste absolument magnifique, oui, très bien. Tout à fait. Et donc, en fait, on était vraiment face à une série de chiffres, là où peut-être on aurait attendu des témoignages d'habitantes et d'habitants, là où on aurait peut-être attendu aussi une enquête auprès de la population et des familles concernées pour avoir en fait quelque chose de plus qualitatif que quantitatif sur ce qu'on pourrait souhaiter pour le crématorium. Au lieu de ça, en fait, on a une remise en question des créneaux horaires pour trouver comment est-ce qu'on pourrait... je vais le dire très crûment, mais brûler plus de corps, en fait, chaque jour. Très bien, du rendement, quoi, voilà, de l'efficacité. Exactement, très bien. De l'efficacité, parce que, comme l'a dit Monsieur Chupin, nous avons 2 fours crématoires, maintenant il faut s'en servir, il faut rentabiliser les installations. Guillaume Chupin, donc l'adjoint alors j'allais dire aux travaux, j'avais passé, non, c'est un peu réducteur, peut-être à l'urbanisme, c'est ça ou, à la voirie. À la voirie, c'est ça, à la voirie, tout à fait. Voilà, qui fait aussi partie de cette commission. Mais dans cette commission, il y a aussi des éléments intéressants qui sont sortis parce que donc il y avait notamment l'association des crématistes de Charente. Des crématistes, donc c'est comme ça qu'on dit, très bien. Voilà. Tout à fait. Nouveau mot débloqué, merci Anna-Zélise. Et ils ont évoqué la possibilité d'utiliser des salles municipales pour faire des cérémonies, donc non religieuses, hein, mais des cérémonies funéraires. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on portait dans notre programme. Et vraisemblablement, voilà, ça pourrait faire partie des besoins. En tout cas, ça a été formulé par cette association. Ils ont aussi demandé la création d'une commission éthique pour réfléchir à justement comment est-ce qu'on peut organiser les cérémonies funéraires dans notre ville, comment est-ce que le rapport à la mort en fait s'organise dans la ville. Donc ça, ce serait des choses très très intéressantes à mettre en place et qui permettraient d'impliquer la population. Ok, très bien. Oui, Sacha, tu veux rajouter quelque chose ? Je rajouterais pour les auditeurs qui nous écoutent que ça intéresse qu'actuellement on va continuer de travailler sur le sujet de la mort. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Charognards pompes funèbres, enquête sur le business de la mort. C'est un livre de Brian Huguer, cousin, et Mathieu Sliss, qui est très intéressant et surtout très important parce que c'est un sujet qu'il faut mener dans les batailles politiques à venir, sur à quel point, comme le disait Anna-Zélise, le capitalisme et le néolibéralisme se sont petit à petit introduits dans le... malheureusement, je serais capable de... C'est tellement introduit que je pourrais reprendre leur terme, mais je le vois pas comme ça. En fait, c'est vraiment un business qui s'est créé sur ce qui est en fait une question vitale, parce que ça touche à la propriété des corps, ça touche à comment on peut, en tant qu'individu et collectif, cultiver nos esprits pour... en fait, la mort, c'est peut-être l'un des sujets les plus abandonnés par la République à l'heure actuelle, très concrètement. Bien. Ok, bah oui, c'est vrai, effectivement. Après, le sujet sur les EHPAD, forcément, il y allait avoir aussi ce sujet-là sur les crématoriums. Ça paraissait évident. Il y a des très très gros monopoles qui se sont mis en place en France et on est parmi les pires élèves du monde là-dessus, concrètement. Sarah, oui. Vu qu'on est dans la citation, je peux aussi vous conseiller la page Instagram de la Sécurité sociale de la mort qui parle aussi beaucoup de ça. Ah oui, très bien. Très bien. Sujet à pousser pendant les constituantes quand on gagnera en 2017. On a des petites recos. Est-ce qu'on a eu d'autres points sur lesquels on a travaillé pendant cette période-là ? Il y a eu pas mal de sujets. Est-ce que Mathieu, toi, il y a des choses que tu veux rajouter sur des points d'actu de sujets sur lesquels tu as été toi ? Il y en a trop, je le vois là, il réfléchit, il dit non, mais il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup de sujets, ouais. Il y a eu beaucoup de choses à Angoulême, ouais. On a eu quoi ? Non, mais moi, pendant que tu réfléchis, moi j'ai participé à une petite comité de quartier là, de la BUSSAD, notre quartier, voilà, où Guillaume Chupin, dont on parlait tout à l'heure, était présent pour nous parler. C'était très marrant parce que avec Sacha, on s'y est rendu. C'était juste un sujet sur des travaux qu'il allait avoir de voirie. Donc le quartier de la BUSSAD dont on parle, c'est juste à côté de notre local où on enregistre. Donc on a pu y aller facilement. Et
c'était très marrant parce que donc il venait de parler de gaines électriques et de conduite de gaz et très rapidement en fait on va dire les habitants, les habitantes les ont un peu asmatés et les commerçants les ont un peu asmatés que le quartier était mort, était plus vivant, plus rien ne se passait, donc c'était assez marrant de voir qu'une petite réunion de travaux s'est transformée en un petit pugilat. Oui, Sarah, tu rajoutais quelque chose ? Oui, c'est que pour rebondir sur les choses qu'on a faites, je ne sais pas si tu avais fini. Non, mais voilà, c'était juste pour dire qu'on avait fait ça, on avait participé à ce sujet-là récemment. Toi, on avait assisté à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite humaine à la mairie, et on a pu rencontrer un historien qui avait organisé une exposition au musée. Je vous invite du coup à y aller, qui parle de cette histoire, de comment Angoulême était inscrite dans l'histoire de la traite négrière. D'accord, très bien. Et même on a pu retrouver des documents de plusieurs siècles qui a permis que des familles à Angoulême, d'anciens esclaves, ont pu du coup retrouver des documents, des archives. Et voilà, je vous invite à y aller. Super. Oui, d'ailleurs, ça a été effectivement, il y a eu le mois de mai qui a été quand même un mois très solennel. Il y a eu pas mal de réceptions et de protocoles parce qu'il y a eu les anniversaires, que ce soit de la guerre, des résistants à Angoulême. Il y a eu plein de choses. Mathieu, donc toi, tu as été sur pas mal de ces cérémonies-là. Comment c'était pour toi de représenter, en tout cas, on va dire, alors je sais pas si on dit l'État, mais au moins la municipalité à ce moment-là, pour ces cérémonies. C'était comment ? C'était des cérémonies très solennelles. Je pense qu'on sera tous et toutes d'accord autour de cette table pour dire que la cérémonie qu'on a faite à la Braconne, au monument aux fusillés, ça fait partie des cérémonies les plus solennelles et les plus fortes historiquement. Anaïs aggrave le faux mot parce qu'elle n'était pas là, la pauvre. Mais elle est ailleurs, il y avait trop de choses à faire. En fait, c'est l'histoire c'est une dizaine, ils sont pas très nombreux, de résistants charentais qui ont été fusillés dans la Braconne parce qu'ils résistaient par les nazis pendant l'occupation. Et en fait, c'est dans une petite clairière dans la forêt de la Braconne. Et chaque année, c'est une association portée par les descendants des personnes fusillées et par des descendants de résistants qui organisent cette cérémonie. Elle est très bien organisée. Et donc nous, on a souhaité faire un acte symbolique pour un certain nombre de ces cérémonies, notamment celle-ci. On s'est dit, certes, on est un groupe qui compose la minorité du conseil municipal, mais on souhaite symboliquement déposer des gerbes de fleurs. C'est des choses, pour les gens qui nous écoutent, qui se font beaucoup quand on est considéré comme une autorité, c'est-à-dire qu'on est la majorité au conseil municipal, ou un député élu, ou la préfecture. Et c'est très peu habituel que des élus de la minorité le fassent. Et on a eu des bons retours là-dessus. On a pas mal de gens qui nous ont dit... c'est quelque chose qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup circulé, ça a touché les gens, qu'on apporte ce signal. Très bien. Voilà, on était également présents à l'autre 8 mai. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est important de commémorer à la fois le 8 mai et la fierté. À la fois le 8 mai et la fierté française, et à la fois une partie des massacres coloniaux qui ont été faits dans la même date. Le devoir de mémoire nous oblige. Il y avait, comme le disait Sarah, la cérémonie sur la fin de l'esclavage. Le 9 mai aussi, on a eu une cérémonie le 9 mai à la place de la Bussate aussi, il me semble. C'est ça, il parlait des massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Tout à fait. Là, du coup, se rappeler que le 8 mai, c'est pas seulement la libération de la France, c'est aussi l'oppression des peuples coloniaux. Tout à fait. Très bien, donc il y a pas mal de sujets. Il y a eu un autre sujet aussi qui était important en cette, on va dire, fin d'année scolaire, entre guillemets, c'est que c'est aussi la période des AG, des associations. Et on a été présent à plusieurs AG aussi. On a vu ça, que ce soit la régie urbaine, d'autres, les cages, donc il y en a eu plein. On va pas parler de sujets de polémique maintenant, mais est-ce que on a été présent? Est-ce que c'est un moment aussi qui est important de rappeler aux associations que les élus sont intéressés par tout ça? Moi, je suis allé par exemple à celle de la régie urbaine avec certains d'entre vous. C'est super intéressant de voir aussi comment sont gérés tous ces assos, et aussi de remarquer, alors je suis pas élu moi comme vous, mais juste dire aux gens qu'il y a des associations qui sont gigantesques en fait au sein des municipalités, qui sont très grosses, qui font un travail de dingue, où il y a beaucoup de salariés aussi, beaucoup de gens qui travaillent et qu'on ne connaît pas suffisamment aussi. Je pense que ça pourrait être clairement le débat d'un podcast qui pourrait durer 2 heures tellement il y en a, mais en tout cas c'était super intéressant de participer. Quelqu'un veut parler un peu d'une... peut-être la régie urbaine là. La régie urbaine, tout à fait. C'est un bon exemple que tu mets sur la table. C'est vrai que la régie urbaine, c'est une régie
de quartier populaire à l'origine et qui a grossi au fil des années et qui fait ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique. Tout à fait. Et en gros, l'État finance une partie et la région urbaine finance aussi une partie et les collectivités une partie des postes qui sont dédiés à des personnes qui sont très très éloignées de l'emploi, ou même parfois qui sont à la rue et qui vont, entre guillemets, se réinsérer dans la société, retrouver une place et retrouver aussi des liens sociaux parce que du coup il y a plein de gens dans cette structure qui travaillent dans cette structure et effectivement être réinsérés grâce à ça. Et donc il y a plein de pôles différents qui font des choses quand même assez chouettes. Il y a un pôle par exemple qui récemment a réutilisé des bâches qui étaient utilisées pendant le Grand Off pour mettre des grands dessins dans l'espace public à Angoulême. Tu voulais dire quelque chose, Nassis ? Ils ont réutilisé ces bâches pour faire des sacs cousus main qui ont été vendus là récemment. Mais ça s'est arraché, surtout la soirée a duré. J'ai l'impression que la soirée a duré 10 minutes. Tout le monde a acheté ça. C'était super. Donc c'est un travail d'orfèvre qui est fait par des gens qui viennent de loin, quoi, entre guillemets. Et c'est vraiment impressionnant. Et il y a beaucoup d'employés, il y a aussi un pôle maraîchage qui est en difficulté malheureusement. Et il y a un pôle propreté qui nettoie dans les grandes entreprises. Les espaces verts, la peinture. Il y a plein de choses. Il y a un garage solidaire aussi. Oui, tout à fait. Il y a un garage solidaire qui a l'air super chouette avec des sessions même dédiées aux femmes aussi, voilà, pour en tout cas on a pendant qu'on était à cet AG, il y avait une des mécaniciennes qui parlait, c'était vraiment super intéressant parce qu'elle faisait le bilan que ça a commencé à augmenter de plus en plus et c'était chouette. Elle avait besoin de plus de créneaux, donc voilà, c'est intéressant de le mentionner parce que au niveau national là il y a un clivage gauche-droite. Nous on est pour augmenter ces budgets-là et au niveau de la droite depuis quasiment 10 ans il y a systématiquement à chaque budget en octobre des coupes drastiques qui sont faites dans les budgets de l'insertion et ça a eu des conséquences au niveau local. C'est ça qui est un peu terrifiant avec toutes ces assos en fait qui sont un peu dépendantes de toutes ces subventions qui sont renouvelées tous les ans, donc en fait elles n'ont jamais plus de visibilité qu'une année, donc elles ne peuvent pas faire des projets long terme aussi et donc elles sont aussi, on le sait très bien, tenues par ça, donc le pas de vague on connaît bien tout ça, donc voilà, c'est bien entendu, ça complique un peu on va dire tout leur sujet de fond, quoi. C'est pour ça que justement nous on proposait dans le programme de l'Union populaire Angoulême des plans de financement pluriannuels pour que les associations aient de la visibilité pour mener leurs actions et aussi soient plus indépendants par rapport à la mairie. Surtout quand la présidente se retrouve dans la majorité de bonnes fonds en tant qu'adjointe. Non mais pas de politique dans les associations, n'oublions pas, nous ne sommes pas là pour ça. Est-ce qu'il y avait un autre sujet que vous vouliez voir ? Oui, alors il y a des mains qui sont levées très vite. Sarah, vas-y Sarah. Non, c'est juste une petite insertion au montage, j'espère qu'il fera bien le travail. C'est pour parler toujours du l'autre 9 mai. Il y a l'autre 8 mai, par exemple, un des co-organisateurs, Noël Boissa, il tient à cœur pour que la ville de Guelma soit jumelée avec la ville d'Angoulême. Et je pense que ça pourrait être une bonne démarche à faire monter aussi au conseil municipal pour que une ville de France assume et regarde en face son histoire. Très bien, oui pardon, j'ai dit 9 mai tout à l'heure mais c'était l'autre 8 mai effectivement. Très bien, mais effectivement on va suivre aussi ça, c'est vrai. Sacha, toi tu veux rajouter quelque chose ? Ça sera peut-être pas le mot le plus joyeux si c'est le dernier, mais peut-être un petit mot collectif sur la vague de chaleur qu'on a affrontée de cette fin mai quand même. Tout à fait, on a eu un record en France à Angoulême, c'est 38 degrés. On a été, la zone Angoulême-la-Couronne a été pendant 2 jours de suite le point le plus chaud, en tout cas urbain, mesuré par Météo France. Je me permets de dire quand même que sur l'ensemble du pays et du coup sur Angoulême aussi, la droite qui est au pouvoir ne prend pas les questions écologiques et de transition climatique comme il le faut. Il le voit toujours par le spectre de la rentabilité et alors que là on est clairement sur une question de survie. On a encore du mal à estimer. C'est pas très joyeux, mais le nombre de personnes décédées, il y a vraiment un souci. Certains organismes de santé qui sont pas encore adaptés, qui ont pas encore du matériel de climatisation. Même si évidemment la climatisation c'est pas quelque chose qu'il faut prôner, mais quand il y a urgence dans certains domaines de santé quand même c'est important parce que c'est une question de survie. Que il y a pas assez de zones de baignade sur Angoulême pour le nombre d'habitants. Que à chaque fois les réductions pour la piscine se font au dernier moment, alors que au vu de comment le climat évolue, en fait, ça pourrait être quelque chose d'annualisé et qu'on pourrait le mettre en place de manière annuelle, en fait, une gratuité pour là où les piscines un jour peut-être municipales. Que globalement il faut accélérer la végétalisation, on en revient au sujet des arbres, et que si on doit en couper, ça se fait petit à petit et on en replante direct et pas tout d'un coup au risque de faire monter une place ou une rue de plusieurs degrés.
Et voilà, je souhaite bon courage aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les jeunes en activité, les sportifs, les personnes sous traitement. J'ai vu ça, j'ai vu une vidéo très intéressante en fait. Et je pense que collectivement, on doit tous s'emparer de ce sujet. Les métiers d'extérieur, voilà, les métiers d'intérieur, même les couvreurs, ceux qui font l'isolation, plein de choses. En fait, les premières personnes qui meurent de la canicule, ce sont les personnes en hôpital psychiatrique, les personnes qui sont sous traitement. Ah oui, et en fait, c'est un sujet qui est actuellement un peu invisibilisé. J'ai un camarade qui m'a envoyé une super vidéo et des super références de livres que j'ai pas encore lus, mais vraiment faire attention à ça et surtout les gens, si vous souffrez de la canicule, c'est des choix politiques, donc protégez-vous, buvez, mettez-vous à l'ombre évidemment, mais n'oubliez pas de demander des comptes à vos élus. Très bien. Ce sera ça. Est-ce que un petit mot de la fin? Non, personne. Tout le monde a dit ce qu'il avait ou ce qu'elle avait à dire. Ça roule. Très bien, Daisy-Lise. Oui, peut-être un petit mot de la fin. Alors, pas forcément un mot de la fin, mais je voudrais juste revenir très brièvement sur des rumeurs qui circulent dans certains milieux concernant... c'est le moment potin, allons-y. Voilà, c'est le moment potin, exactement. Concernant la place de René Pilato, donc notre député. Notre bon député. Voilà, il paraîtrait que je suis, moi, la marionnette de René Pilato. Alors, il faut savoir qu'effectivement, pendant longtemps, René était la figure de la France Insoumise à Angoulême. Aujourd'hui, il reste une figure, bien sûr, très importante de la France Insoumise. Député, tout à fait. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons été 43 sur la liste. Nous sommes aujourd'hui 6 élus insoumis au conseil municipal. Donc, il s'agit en fait de prendre ça en considération. C'est-à-dire que nous sommes aussi des représentants de la France Insoumise à part entière et nous n'avons pas besoin d'être manipulés par René. On travaille ponctuellement en concertation avec lui, bien entendu, parce que nous défendons les mêmes valeurs et des projets similaires, simplement à des échelles institutionnelles différentes. Mais voilà, nous avons notre raison d'exister à part entière et de façon totalement indépendante au niveau de la ville et au niveau de Grand Angoulême. Et puis bon, je peux pas m'empêcher aussi de voir à travers ces remarques-là un relent quand même un petit peu misogyne. Un petit peu, peut-être. Parce qu'il semblerait qu'une part de ces rumeurs viennent aussi de mon positionnement lors de la fameuse nuit de négociation entre le premier et le second tour. Un peu plus en détail un jour. Je vais le faire de façon très brève, mais en tant que tête de liste, bien sûr, on a un rôle spécifique. On est peut-être un petit peu plus en retrait. D'ailleurs, c'était le cas de Christophe Duhoux aussi pendant cette nuit de négociation. C'est pas lui qui menait le dur tête de liste de Angoulême Collectif. Voilà, oui, j'ai oublié de préciser, c'est pas lui qui menait le dur de la négociation. Au contraire, c'est Béatrice Payet qui y est allée de façon un peu plus forte. Mais on n'a pas dit de Christophe Duhoux qu'il était la marionnette de Béatrice Payet pour autant. Bien entendu, tout à fait. Très bien, mais voilà, ce point est fait. René vient de m'envoyer un message, il est très satisfait de ta réponse. Voilà. On finira sur ça. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose, non, avant de partir? J'allais dire qu'on va l'appeler pour prendre toutes les décisions de la semaine prochaine. Voilà, tout à fait. On vous tiendra au courant. Vous pouvez voir l'Instagram de notre député René Pilato si vous voulez avoir des infos. Bien sûr, c'était une blague. Merci à Nadine en tout cas pour cette clarification. J'espère qu'en tout cas les personnes qui nous écouteront seront rassurées sur le fait que tu es libre et indépendante dans tes choix. Et intègre. Merci à tous les quatre en tout cas pour ce podcast. Merci encore à Seb qui nous fait la technique et ses nouveaux micros magnifiques. Merci Seb. Merci David. Voilà, et merci à vous et on se retrouve peut-être alors au début de l'été pour faire on va dire les derniers conseils de l'été, ou ce sera la rentrée, on ne sait pas encore, on verra selon la masse de travail parce qu'il y a encore beaucoup de sujets dont on aimerait vous parler pour la suite. Merci tout le monde, au revoir. Au revoir.